Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Nous voici arrivés au 8e volet de cette série de 9 et tant de sujets ont déjà été abordés. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez retrouver les citations marquantes de mon invité sur la page dédiée à l'émission sur metadechoc.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, où elle figure entre autres actus de Méta de Choc. Beaucoup de choses ont déjà été dites donc, mais reste encore quelques questions épineuses à traiter. Sommes-nous face à une épidémie trans chez les ados ? Y a-t-il une surreprésentation des personnes autistes chez les personnes trans ? Assistons-nous à une explosion des retours en arrière, des détransitions ? Les revendications trans menacent-elles les droits des femmes ? Bref, au cas où vous l'auriez perdu de vue, Méta de Choc, ça pique, ça dérange et ça gratte comme un pull en laine à même la peau. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, n'est-ce pas ? Chapitre 8 : la politique de la peur. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe en revue d'autres critiques qui sont faites autour de la question du risque sanitaire, toujours, c'est comme ça qu'il est nommé, autour de la transidentité. J'ai vu passer des chiffres, des annonces comme quoi il y aurait entre 1000 et 4000% d'augmentation des transitions. Alors, tu as des informations là-dessus ? Ça paraît énorme quand même. Ah oui, ça paraît énorme et j'aimerais bien savoir d'où on sort ces chiffres. J'aimerais bien savoir, en fait, je le sais. Ce sont des chiffres qui circulent très souvent sur les réseaux sociaux, qu'on va retrouver parfois dans certains articles. Oui, moi je l'ai vu sur un débat qui avait lieu pour le journal Le Figaro. On va pouvoir le retrouver dans Le Figaro, je n'en doute pas. Je sais que l'Observatoire de la Petite Sirène aussi en parle de temps en temps. Alors, l'Observatoire de la Petite Sirène, il faut préciser ce que c'est ? Dans leur présentation, en tout cas, ce sont des personnes qui sont sensibles aux questions de la transidentité ou qui se présentent comme des spécialistes, notamment on va retrouver des psychanalystes, et qui essayent un petit peu d'alerter contre des problématiques autour de la transidentité. Bon. Oui, et notamment chez les ados. Notamment chez les ados. Donc c'est la vitrine qui est exposée. Mais en fait, lorsqu'on va voir par rapport à ce qu'on retrouve dans des études, on voit qu'il y a souvent des décalages. D'accord. Alors, il y a un chiffre qui revient notamment, c'est une augmentation de 1500% de transition. Alors, sur quoi les personnes qui expriment ce chiffre s'appuient ? Ça vient d'une étude en Suède. D'accord. Qui est parue assez récemment, en 2020. Et qui essaye de montrer l'évolution du nombre de diagnostics de dysphorie de genre auprès des professionnels de santé en Suède. Bon, jusqu'ici, ça paraît tout à fait sérieux. Et on a effectivement des données qui montrent l'évolution de 2008 à 2018. Le fameux chiffre de 1500% correspond précisément à une tranche d'âge entre 13 et 17 ans. Oui. Et correspond à des personnes trans assignées filles à la naissance. D'accord. Où effectivement, on constate une augmentation sur cette période 2008-2018. L'échantillon de l'étude de personnes trans, c'est 5841 personnes. Ça représente en fait 0,06% de la population en Suède. Ça, c'est juste pour qu'on puisse voir, quand on parle de 1500% d'augmentation, déjà qu'on puisse se resituer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les explications d'une augmentation pour cette tranche d'âge, c'est tout simplement qu'en 2013, il y a eu un nouveau protocole avec le DSM-5 de diagnostic de dysphorie de genre qui était beaucoup plus ouvert avec une dépathologisation. Oui, pouvant inclure plus de personnes. Suivre plus de personnes avec donc des critères de diagnostic qui étaient différents. Et ça correspond précisément à cette augmentation à ce moment-là. D'accord. Donc, cette augmentation, en fait, elle vient à la fois d'un changement au niveau du DSM-5, d'une plus grande visibilité, où on sait que les personnes trans, plutôt, font leur coming out et éventuellement vont dans une démarche de transition. On a vu précédemment que cette tranche d'âge correspond à des observations dans d'autres études où effectivement on voit qu'il y a plus de garçons trans qui vont faire leur coming out, qui vont éventuellement entamer une transition. Comparé aux femmes trans qui, elles, se manifestent plus tard. Tout à fait. On est davantage dans un rééquilibrage, dans une plus grande facilité pour les personnes trans et non-binaires d'accéder
à des professionnels de santé et qui ne vont pas être psychopathologisés. Ça me rappelle un peu le cas de l'autisme où il y a eu un moment une vague d'alerte en disant mais il y a une épidémie d'autisme, tout à coup tellement d'enfants sont concernés par l'autisme et ça a correspondu au moment où l'autisme a été considéré comme un spectre, c'est-à-dire pas comme une pathologie selon des critères très restrictifs, mais au contraire quelque chose qui peut avoir différentes manifestations et qui du coup par un diagnostic plus ouvert, a pu être diagnostiqué chez d'autant plus de personnes, en fait. Et c'est pas tant qu'il y a plus de personnes autistes, mais c'est sans doute qu'il y a plus de personnes diagnostiquées autistes, ce qui est très différent, que tu expliques là. Pour l'autisme, il y a plein d'hypothèses, mais on sait effectivement que la prise en charge, le diagnostic, a beaucoup joué pour qu'on parle davantage de personnes autistes et que aussi des personnes autistes puissent peut-être plus facilement se présenter comme personnes autistes, parce que c'était peut-être... perçu différemment par le passé. Ça rappelle aussi la question de l'homosexualité, où on a pu entendre, il y a quelques décennies, une sorte d'explosion de personnes, l'épidémie. En fait, ce type d'étude est très souvent soit détourné ou soit reprise de telle sorte à servir parfois une rhétorique d'épidémie, d'explosion, de menaces sanitaires dans un contexte qui peut être effectivement inquiétant quand on est parent, quand on veut protéger les enfants, qui donnerait l'impression effectivement que nos enfants sont en danger. Ça peut participer à cette rhétorique. Alors, on peut parfois être maladroit quand on prend des études et par extrapolation ou faire des erreurs, ça peut se comprendre, mais du coup, bon, quand on va regarder les autres études, ça correspond pas trop. Mais d'autres personnes reprennent volontairement des études, les détournent, surinterprètent pour servir ce type de rhétorique. Un autre argument qui est avancé par les personnes qui sont défavorables aux transitions pour les personnes mineures, c'est que si aucune démarche n'est effectuée, donc si aucune transition n'est entamée, 70 à 90% des jeunes se plaignant de dysphorie de genre guériraient d'eux-mêmes en entrant à l'âge adulte. Et d'après eux, c'était des études scientifiques qui indiquaient ça. Et on retourne sur Littman qu'on a évoqué tout à l'heure sur la dysphorie de genre rapide. D'accord. On est toujours sur ces thématiques et très souvent ce sont des études qui gravitent autour de Littman, voire Littman elle-même. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui n'est absolument pas sérieux. Au niveau méthodologique. Au niveau méthodologique et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a aussi un argument qui apparaît, c'est que 35% des jeunes trans d'une étude présenteraient des traits autistiques. Donc ça voudrait dire que potentiellement les personnes trans ou qui veulent faire une transition, en réalité, leur problème c'est pas un problème de genre, mais peut-être un autisme mal pris en charge. Effectivement, il y a des équipes médicales, il y a des observations, il y a même quelques études qui évoquent une surreprésentation des personnes autistes transgenres par rapport à la population générale. Le problème déjà, c'est que les hypothèses entre autisme et transidentité sont spéculatives. On a déjà des problèmes méthodologiques sur la manière dont on va récolter les chiffres pour connaître justement l'ampleur de cette surreprésentation. Alors, je pense à des études qui évoquent le fait qu'environ 20% des personnes trans, en tout cas dans un parcours officiel, c'est-à-dire qui passent par des hôpitaux, par des cliniques de genre, etc., donc ça ne concerne pas toutes les personnes trans, auraient des caractéristiques TSA, donc troubles du spectre autistique. Le problème de cette étude, c'est un problème déjà méthodologique, un problème d'échantillon. On parle de caractéristiques TSA. On ne parle pas de personnes diagnostiquées sur le trouble autistique. D'accord. Ce qui est une nuance de taille. C'est clair. Mais ça signifie quoi en fait ? Mettons des difficultés sociales à cause de l'anxiété qu'on peut retrouver chez les personnes trans. Est-ce qu'on va faire rentrer ça dans des traits autistiques ? Vu qu'on n'a pas de réelle définition de ce qu'on appelle de caractéristiques TSA dans les études en question. Il y a une étude de Turban et de ses collègues qui date de 2018 et qui reprend précisément les études parfois qui sont mises en avant. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? C'est que, par exemple, il cite une étude qui suggère une variance de genre, je mets entre guillemets, une variance de genre, débrouillez-vous avec ça, de 5 à 7% chez des personnes avec TSA. Donc trouble du spectre autistique. C'est-à-dire qu'on aurait 5 à 7% de personnes diagnostiquées TSA qui aurait une variance de genre. Qui aurait une variance de genre par rapport à 1% de la population qui n'aurait pas de variance de genre. Qu'est-ce qu'on appelle variance de genre ? Ça n'est pas défini. Précisé dans l'étude, ce qui est un problème.
Alors voilà, où ça reste en tout cas très général, et là on voit justement qu'on a vraiment un problème au niveau des termes. Et là je viens de nous parler juste de 2 études, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui fait consensus, on n'est pas en train de parler de grandes banques de données, de méta-analyse où on va avoir un lien qui s'affirme. On est vraiment sur de la spéculation. Non, il n'y a pas de lien évident. Et enfin, pour clôturer sur cette question, j'aimerais ajouter un point important. On peut être une personne avec autisme et être trans. C'est pas incompatible. Parce que parfois, j'ai l'impression que lorsque cet argument est repris, il y aurait comme une sorte de conflit, de contradiction ou d'impossibilité ou de prudence excessive à prendre pour une personne avec autisme qui serait non-binaire ou qui serait trans. Et l'une des craintes, moi, que je peux avoir, c'est que, à travers ce discours qui repose sur des choses spéculatives et sur des études qui peuvent avoir des problèmes méthodologiques, par un principe de précaution excessif, on mette encore plus d'obstacles à des personnes avec autisme qui voudraient transitionner notamment. Et là, on en arrive au grand méchant loup. J'ai nommé la détransition. Alors ça, c'est un argument vraiment majeur qui est utilisé par les personnes qui s'opposent aux transitions chez les mineurs. C'est le fait qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui reviendraient sur leur décision de transitionner et donc en paieraient aussi les pots cassés à cause des effets secondaires ou à cause d'une chirurgie qui aurait été faite et qui serait irréversible. Alors, évidemment que c'est une question importante, primordiale. C'est-à-dire, est-ce que quand on prend des décisions définitives sur son corps, sur sa santé, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un risque inconsidéré ? Combien de personnes reviennent sur leurs décisions ? Alors effectivement, l'argument de la détransition, l'idée qu'il pourrait y avoir chez des personnes, qu'elles soient mineures ou même adultes d'ailleurs, ou même des personnes qui ont commencé mineures puis ensuite adultes, pourraient peut-être changer d'avis, avoir de forts regrets, avec derrière aussi la question de l'irréversibilité pour quelqu'un qui aurait été dans un processus, je ne sais pas, pendant 10 ans par exemple. Je comprends tout à fait que ça puisse, pour des parents, inquiéter, surtout lorsqu'on va avoir des débats, des controverses qui tournent autour de cette question de la détransition. Donc, déjà, on va essayer un petit peu d'expliquer ce qu'on appelle la détransition et de voir aussi des premiers malentendus au niveau du terme lui-même. Là, encore une fois, on peut avoir des études qui nous éclairent là-dessus et qui, je l'espère, vont permettre d'affiner ces questionnements-là par rapport aux mineurs ou même aux adultes. Alors, quelques chiffres déjà. On en a plusieurs, ce qui va nous permettre au moins d'avoir quelques fourchettes. Par exemple, au Royaume-Uni, principalement dans les cliniques de genre, il y a eu des données sur des personnes donc, qui étaient dans un parcours officiel, on va appeler cela comme ça, c'est-à-dire 3398, ça c'est l'échantillon donc de personnes. On a 0,6% de ces personnes qui expriment un regret. D'accord. Donc on est sur un chiffre de moins de 1%. Et on va aller un peu plus dans le détail après sur le pourquoi des regrets, qu'est-ce que ça signifie aussi. Dans d'autres études, je pense notamment à une étude néerlandaise qui a compilé de 1972 jusqu'à 2015, à travers notamment les hôpitaux et les cliniques, les taux de regret, les taux de détransition qu'on aurait pu trouver, et elle estime à moins de 1%. D'accord. Au niveau, même pour être encore plus précise, des interventions chirurgicales, en ce qui concerne la reconstruction thoracique des hommes trans. Sur des études récentes de 2022, moins de 1% de regret ou de déception, qu'importe comment on l'appelle. Je ne vais pas citer toutes les études, et je vais même d'ailleurs vous ramener à nouveau vers la vidéo de PsychoQuack qui va vous donner plein de liens et en 15 minutes, je pense, va peut-être vous rassurer sur ces questions-là. Il a fait un bon travail de vulgarisation et surtout, il y a toutes les sources qui sont disponibles. Vous allez retrouver ces chiffres, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des taux très faibles et qui pourraient même nous amener à nous interroger quand on sait que des parcours de transition au niveau médical, avec les obstacles qui se présentent, peuvent être des montagnes à surmonter, mais avec des taux extrêmement faibles. Donc ça, c'était la première partie de ma réponse. Et maintenant, on va s'interroger sur le pourquoi des détransitions. Déjà, oui, il y a des personnes qui détransitionnent. Et les communautés LGBT ont vraiment à cœur de parler de la détransition. D'accord. Parfois, on donne l'impression que c'est une sorte de tabou entre les personnes LGBTQI+, entre les personnes trans. Pas du tout. Il y a notamment
en France un site qui s'appelle le Wikitrans, qui condense plein de sources, d'études, notamment pour les personnes qui n'y connaissent rien. Si vous n'y connaissez rien en transidentité, si vous avez votre enfant qui vient de faire son coming out, je vous invite vraiment à aller là-dessus. Et vous allez avoir notamment une catégorie sur la question de la détransition. C'est pas un tabou, c'est pas quelque chose que des transactivistes veulent vous cacher ou autre. C'est même l'inverse, puisque quand on est dans des perspectives d'autodétermination, la détransition fait aussi partie de questions qui sont importantes et qui sont à prendre en compte et qui permettent aussi à chaque personne de pouvoir s'inscrire de manière éclairée dès le début de sa transition. Au niveau de la question de pourquoi des personnes arrêteraient leur transition, pourquoi elles souhaiteraient même faire un cheminement inverse, eh bien là aussi, on a encore des études très récentes, Turban et ses collègues qui datent de 2021 qu'on pourra mettre en source et qui permettent d'avoir les différents facteurs qui ont motivé la personne à détransitionner ou à arrêter le processus de transition. On a à la fois voulu mettre en avant des facteurs qu'on va dire externes. C'est par exemple des raisons financières, ça va être la discrimination, c'est-à-dire la pression sociale, des choses extérieures. Lorsqu'on va parler des raisons internes, on va évoquer notamment le fait que la personne considère qu'elle s'est trompée, par exemple, ou que c'est pas fait pour elle, selon ses propres motivations, selon des prises de conscience. Eh bien, dans cette étude de 2021, en ce qui concerne les personnes qui ont détransitionné ou qui ont stoppé provisoirement leur transition, 82,5% de ces personnes invoquent des raisons externes, c'est-à-dire pression des parents, pression exercée par leur environnement social ou par la stigmatisation sociétale. Voilà les raisons qui viennent le plus souvent. C'était trop dur pour moi. On est encore là dans un mixte entre pression interne et externe par rapport au regard des autres, par rapport à la discrimination, difficulté à trouver un emploi, pression exercée par d'autres membres de la famille, pression à travers l'école. Oui. Donc on n'est pas sur des facteurs de la personne qui s'est dit « je me suis trompée ». Et on remarque d'ailleurs que certaines personnes par la suite choisissent, lorsque ça va un peu mieux, de reprendre leur transition. On parle aussi parfois de retransition. C'est un terme qu'on entend moins. La retransition, ça va être par exemple des hommes trans, des femmes trans qui vont dans un parcours de transition qui va être médical, juridique, etc. et qui finalement, au fur et à mesure, vont considérer qu'au fond, non, en fait, je suis non-binaire. Mais on peut pas considérer que c'est la détransition comme un retour en arrière. C'est une réorientation peut-être. Exactement. Je pense que cette peur de la détransition, qui est tout à fait légitime, et c'est normal de se poser ce type de questions et d'essayer de trouver des réponses, elle est aussi très exacerbée par les médias, parce qu'on va avoir des docus du style ils regrettent leur transition, ou ils pensaient être une femme, mais en fait ils sont un homme. Enfin, tu vois, ce genre de titre un peu qui attire les foules, quoi. Du coup, évidemment, ça donne l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement courant, ou en tout cas une menace réelle, quoi. Voilà. Et avec ce que tu dis, je pense que ça recadre bien les choses. Non seulement on est en dessous d'1%, mais en plus, parmi ces personnes, il peut y avoir des personnes qui vont en fait reprendre plus tard leur transition au sens large, et d'autre part, des personnes qui finalement ont pris cette décision sous la pression sociale. Donc, Oui, et encore une fois, le fait de dire qu'il y a un taux de détransition faible, mais là, on va se poser des questions de surreprésentation médiatique. Et je peux vous inviter à aller consulter un dossier de AJL, qui est une association de journalistes LGBTQI+, en France, qui ont fait tout un travail de collecte de données sur la médiatisation de la transidentité et du traitement de l'information, et qui permettent précisément de voir ce que tu évoques. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un problème de traitement médiatique. Et qui n'est pas étonnant, surtout quand on se met à la place des parents, lorsqu'on va avoir différents médias qui évoquent ces problématiques avec une surreprésentation et un angle très défini. Et encore une fois, le dossier le montre très bien. C'est sujet à inquiétude, en fait. Oui, bien sûr. Par exemple, des discours comme celui de Caroline Eliachev, qui est pédopsychiatre et psychanalyste, qui a sorti récemment un livre qui s'appelle « La fabrique de l'enfant transgenre »,
Lorsqu'elle dit que, en fait, c'est difficile d'établir combien de personnes seraient concernées par la détransition parce que les personnes qui veulent quitter le parcours de transition, en fait, n'osent pas en parler à leur entourage parce qu'elles seraient harcelées sur les réseaux sociaux par les transactivistes qui les poursuivraient, les harcèleraient, etc., ou ne peuvent pas être quantifiées parce qu'elles ne retourneront jamais dans les services hospitaliers qui leur ont fait du mal en leur suggérant beaucoup trop fortement de faire une transition alors qu'elles-mêmes étaient indécises, etc. On voit que ces arguments ne tiennent pas face aux études et aux chiffres que tu donnes, qui partent de statistiques de gens qui ont été suivis de bout en bout dans un système médical. Ou alors autodéclaratif avec anonymat. Oui. Où il n'y a pas de crainte, avec des échantillons qui sont importants, etc. Et moi, je sais qu'il y a des collectes de données actuellement aux États-Unis sur des études qui vont être très précises là-dessus. J'ai cité des études massives de 2015 et on va avoir de nouvelles données en 2023. C'est pas juste des données à un instant T, c'est régulièrement mis à jour en fait. Bien sûr que c'est compliqué à collecter ces données-là. C'est pour cela qu'il va falloir voir en termes quantitatifs, autodéclaratifs, à travers d'entretiens, à travers des échantillons beaucoup plus importants, des échantillons beaucoup plus petits, au niveau des cliniques du genre, en dehors des cliniques du genre. Et c'est tous ces éléments-là et toutes ces données qui très souvent produisent des fourchettes, on va pas y revenir, mais qui nous permettent au moins d'avoir un panorama qui nous dit que non, on n'est pas du tout dans une explosion de détransition où on serait dans une crise sanitaire qui serait en train de commencer ou qui risque d'exploser plus tard. Pour autant, il existe effectivement des cas de détransition de personnes qui regrettent. Et je pense notamment au cas de Michael Misset, un homme trans qui a fait sa transition en tant que mineur et qui a écrit un livre réquisitoire contre un essentialisme relatif à l'identité trans. Et je trouve intéressant son travail parce que non seulement, effectivement, il dit aujourd'hui qu'il regrette, qu'il déplore d'avoir fait cette transition en tant que mineur, et il l'associe au fait qu'il y a ce mythe, enfin lui en tout cas c'est en ces termes qu'il le nomme, ce mythe du mauvais corps. Le fait qu'on serait dans un mauvais corps et il faudrait absolument en changer. Et pour lui c'est une tromperie parce qu'il y aurait essentialisation, mise dans une case. Ça veut dire si on ne correspond pas à une case, alors il faut se remettre forcément dans une autre case. Et lui, je trouve que c'est là que c'est vraiment intéressant. Il permet, par sa réflexion, de se dire il faudrait prendre du recul aussi avec tout ça. Et est-ce que la transition n'est pas devenue, pour certaines personnes en tout cas, quelque chose qui impose à se positionner de manière forte, plutôt que de rester dans l'ambiguïté, comme tu disais tout à l'heure, et qu'il y aurait cette sorte d'injonction à devoir se positionner de manière certaine. Je ne suis pas un garçon, donc je suis une fille. Mais je me sens pas garçon ou je ne suis pas un garçon ne veut pas forcément dire, peut-être, qu'on est une fille, finalement. Oui. D'où l'importance encore, et c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu parlais de cases, de voir à quel point la psychiatrisation, la pathologisation, l'essentialisation qu'on va retrouver notamment sur la fameuse question « qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme ?» Et quand on a parlé de hiérarchisation et des injonctions qu'on va soi-même se mettre et qu'on peut potentiellement se mettre aussi en tant que personne trans. Moi, je sais que dans mon parcours, ce sont des questions aussi que je me suis posées et j'ai pas voulu quitter des injonctions pour en rejoindre d'autres. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde les arguments qui consistent à dire que la transidentité soulève des risques sociaux. Alors, un peu à la croisée des chemins entre le risque sanitaire et le risque social, il y a ce qu'on appelle l'autogénéphilie. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Explique-nous. L'autogénéphilie, c'est un terme que je vois parfois apparaître dans certains discours. Alors là, qu'on peut qualifier de militants anti-trans, parce que je suppose que les personnes qui pourraient s'inquiéter de manière légitime, on a parlé des parents, etc., ne connaissent pas ce terme. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui nous vient d'un sexologue qui s'appelle Ray Blanchard et qui a été conceptualisé aux environs des années 80, je crois. Et c'est un concept qui lui permet de considérer que la transidentité, et lui va plutôt parler de la transsexualité. Oui, à l'époque. Voilà, et je crois qu'il le maintient toujours, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, la transsexualité, en fait, ce serait lié plutôt à une orientation sexuelle qui serait de l'ordre de la paraphilie. La paraphilie, c'est une attirance ou des comportements sexuels qui diffèrent des comportements sexuels considérés comme normaux. Dans la norme, en règle générale, bon, c'est très vaste. Donc on trouve dedans les personnes fétichistes, par exemple ? Voilà, par exemple, et
indépendamment de cette définition, les personnes qui vont évoquer la paraphilie, notamment avec des discours parfois qui peuvent être virulents par rapport aux personnes trans, c'est une manière d'associer cela à une forme de déviance sexuelle. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas la définition qu'on trouve au niveau médical, mais c'est comme cela qu'il faut l'entendre lorsqu'on va parler justement d'autogénéphilie comme forme de paraphilie, pour considérer notamment que la transidentité peut être un peu pas normale, ambiguë, possiblement dérangeante, perverse sur le plan sexuel. On est vraiment sur cette idée-là. Donc Ray Blanchard va faire différentes catégories, se concentrant beaucoup sur les femmes trans. Beaucoup sur les femmes trans, très peu sur les hommes trans. Déjà, c'est curieux. Donc, les femmes trans, plus particulièrement les femmes trans attirées par d'autres femmes, auraient un intérêt érotique en tant que se percevant comme femmes dans le plaisir sexuel. D'accord, donc elles seraient excitées par leur corps de femme en tant que femme trans. Exactement. On voit la réduction à la sexualité. Donc l'autogénéphilie vraiment réduit la transidentité à des plaisirs érotiques vers des pratiques qui ne seraient pas typiques, on va dire ça comme ça, sexuellement parlant. Alors, cette autogénéphilie, scientifiquement, par rapport à la transidentité, autant dire qu'il n'y a pas du tout de consensus, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de quelque chose, en fait, qui ne rentre pas du tout dans les diagnostics, quand on est dans un parcours avec des psychologues, des psychiatres, enfin, psychologie scientifique, on va préciser quand même. J'aimerais juste citer une étude pour montrer à quel point on est quand même dans du n'importe quoi. Il y a une étude de Moser qui date de 2009, qui a repris l'échelle de mesure d'excitation sexuelle, de se penser soi-même en tant que femme. D'accord. Parce que j'ai oublié de préciser aussi, derrière l'idée de Blanchard, il y a cette idée que finalement les femmes trans restent des hommes profondément hétérosexuels. Ah oui, puisque c'est pour des femmes trans lesbiennes. Voilà. Bon, on voit déjà la violence qu'il peut y avoir derrière ces discours-là. Donc Moser a fait passer l'échelle de l'autogénéphilie à des femmes cis. Des femmes qui ne sont pas trans. Ça a donné quoi ? Voulez-vous connaître le pourcentage de femmes cis qui seraient autogénéphiles ? Selon ces critères. Selon ces critères. 93%. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, toutes les femmes sont pathologiques. Oui, alors après, on peut interpréter ces résultats de différentes manières. On peut dire que dans ce cas-là, que les femmes trans ne sont pas plus autogénéphiles que les femmes cis. Ouais. Ou on peut dire que l'autogénéphilie est un critère ou une dénomination qui n'a pas grand sens. Par exemple, oui, je pense que c'est plus pertinent. D'accord. Bon, donc autogénéphilie, on va peut-être oublier. Ça n'est pas sérieux. Ce critère. Et surtout, c'est un argument qui est très souvent repris pour progressivement glisser vers la rhétorique de la déviance sexuelle et parfois de la prédation sexuelle des femmes trans. Voilà. Et là, on en arrive justement à quelque chose que tu as un tout petit peu évoqué tout à l'heure, qui est la menace des femmes trans dans les espaces féminins, comme les toilettes, les prisons, les vestiaires, etc. Ça, c'est un argument qui revient souvent, et notamment dans certains milieux militants féministes, selon lequel les femmes trans seraient une menace pour les femmes, et que donc il ne faudrait pas traiter à la légère le nombre de transitions, mais aussi l'accès des femmes trans aux espaces réservés aux femmes. Oui. Tu as parlé de mouvement féministe. Déjà, il faudrait préciser que quand on parle de mouvement féministe qui pourrait avoir un tel discours, ce sont des féministes minoritaires. Oui. Déjà. Il ne s'agit pas, comme parfois ça peut être présenté, une sorte de cassure dans les différents courants féministes sur cette question-là de la transidentité. On parle très souvent des féministes radicales, notamment, parfois aussi des féministes différentialistes. Différents courants féministes qui peuvent être désignés par l'abréviation TERF. T-E-R-F. TERF. Trans Exclusionary Radical Féministe, c'est-à-dire des féministes radicales qui excluent les personnes trans, particulièrement les femmes trans, de toute lutte ou considération féministe, en fait. Alors, les féministes, justement, qui vont être parfois un peu virulentes par rapport aux personnes trans, ne vont pas assumer forcément ce terme. D'autres personnes vont complètement l'assumer aussi. Mais en tout cas, on est vraiment sur des rhétoriques qu'on vient d'évoquer, notamment ce soupçon que les femmes trans seraient en quelque sorte des hommes, avec potentiellement des formes d'excitation sexuelle et donc possiblement de prédation sexuelle, et qui pourraient venir s'infiltrer ainsi dans les espaces des femmes pour agresser ou pour invisibiliser les femmes aussi. Alors parfois ça va très loin, parfois même pour remplacer les femmes. Très rapidement,
on tombe vraiment non plus sur des craintes ou des inquiétudes, mais véritablement sur des discours idéologiques à fort préjugé. Je pense qu'à un moment, il faut dire les choses, où parfois on va avoir des personnes qui vont se présenter comme critiques du genre, c'est-à-dire qui vont rejeter tout ce qui va concerner la question du genre, qui vont notamment invoquer le fait que la seule démarcation entre hommes et femmes est biologique, qu'on va tomber finalement dans des approches essentialistes. Donc le genre n'existe pas, le sexe seul devrait être le repère pour déterminer qui est femme ou qui est homme. Oui, ou alors le genre existe, mais entendu comme stéréotype de genre exclusivement, c'est-à-dire dans un sens péjoratif, contre lequel il faudrait lutter à tout prix. Alors, cette idée selon laquelle les femmes trans mettraient en mineur pourrait même détruire l'action féministe, à la limite, on pourrait la comprendre, dans le sens où les féministes ont lutté pendant des décennies et des siècles même pour obtenir des droits pour une minorité opprimée, qui est la gente féminine. Et quand on a une compréhension de la transidentité comme le fait qu'une personne se transforme d'homme à femme, on peut se dire, en fait, c'est pas ça pour moi, défendre les femmes. Alors, bien sûr, on a compris au travers de toute notre conversation que ça n'a rien à voir, que c'est complètement différent, mais je crois que on peut aussi avoir un principe de charité vis-à-vis de ces personnes en se disant, ok, on veut défendre le droit des femmes, qu'est-ce que cette transidentité vient questionner par rapport au féminisme ? Et alors, pourquoi je dis ça ? Parce que la défense du droit des femmes, c'est quelque chose de très précaire, et on sait très bien qu'à tout moment, les femmes peuvent être renvoyées au foyer, on peut leur refuser l'IVG, il y a un certain nombre de droits comme ça qui peuvent très vite disparaître. Et donc, si une personne a la perception qu'une femme trans, c'est en fait un homme déguisé, il peut y avoir ce type de réflexe, on va dire, qui apparaît, d'où l'importance pour moi de faire cette émission pour informer sur ce que c'est vraiment qu'une personne trans. Maintenant, quand même, cette question de la promiscuité qu'on peut trouver dans les toilettes, dans les prisons, dans les vestiaires, elle est importante à poser aussi, malgré tout. Et il y a des solutions qui sont proposées par les personnes trans qui consistent à dire, si vous voulez pas que les femmes trans aillent dans les toilettes pour femmes, pourquoi vous faites pas des toilettes mixtes, par exemple, ou des toilettes neutres, entre guillemets ? Alors, ça peut être une solution qui est proposée. Alors, je suis pas sûr qu'en termes de pratique, ce soit possible, en tout cas pour tous les lieux publics. Et j'ai envie de dire que une femme trans qui va aux toilettes, elle cherche pas à s'exhiber, elle cherche pas à se montrer. Ma propre expérience personnelle, moi j'ai peur d'avoir un regard, j'ai peur de voir la peur dans le regard justement d'une autre personne, donc j'essaie de me faire la plus discrète possible. Et c'est pour ça que je comprends les questions de cette nature-là, pour moi-même avoir été dans des vestiaires d'hommes pendant longtemps, dans des toilettes d'hommes pendant longtemps. Je comprends tout à fait, en fait. Je comprends tout à fait. Et j'ai surtout pas envie de discréditer ou d'être comme ça dans une forme d'opposition dogmatique sous prétexte que je suis trans et que je n'entends pas justement dans le vécu et même de manière empathique ce discours-là. Et j'aimerais bien qu'il y ait en fait une réciproque. Alors, cette proposition peut peut-être pourquoi pas des alternatives qu'on pourrait mettre en place, etc. Mais quand bien même, allons-y, faisons un peu de fiction, on met ça en place. Ce ne sera pas mis en place partout, ce ne sera pas mis en place tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? C'est ça. Quand on cherche à aménager des lieux pour X raisons, en dehors de la transidentité, on voit à quel point ça n'est pas forcément respecté, même quand parfois il y a des cadres légaux, etc. Je suis pas sûr que ce soit une bonne solution par rapport à son applicabilité et par rapport au fait que de toute façon, dans plein de domaines et à différents moments, on retombera sur ces problèmes-là. Et surtout, est-ce qu'on peut pas aussi assumer clairement les choses aussi ? Qu'on ait aujourd'hui des débats qui se mélangent entre l'autogénéphilie, la question des mineurs avec un traitement médiatique qui va se focaliser sur des faits divers, le dossier qui est sorti d'AJL qui permet de montrer, ne serait-ce qu'en France, l'ampleur que ça prend, la surreprésentation d'un mauvais traitement de l'information est négatif à l'égard des personnes trans. Je pense que prioritairement, il y aurait cela aussi à prendre en compte. Sinon, on ne sait même plus de quoi on parle, en fait. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on commence à opposer des droits, des acquis, à d'autres minorités qui elles-mêmes peuvent être discriminées, stigmatisées, notamment par rapport à des rapports de domination et un statut social qui pourra parfois être bien moins privilégié que des femmes cis
blanche. Quand on est une femme trans noire, les discriminations sont potentiellement beaucoup plus fortes. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais de prendre en compte précisément ces différents facteurs. Et d'opposer les questions de la transidentité, de la non-binarité au féminisme, au sens très large, en termes de lutte, en termes de combat. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on a ces thématiques-là qui sont abordées très souvent concomitantes avec une régression des droits des femmes. Des politiciens, des militants, des personnes qui vont prendre la parole sur la question notamment de la libre disposition du corps, où on va retrouver des thématiques communes et des effets communs entre la question de l'avortement chez les femmes et la question aussi de la possibilité pour les personnes trans d'entamer une transition. Peut-être qu'à la base, on ne voit pas le rapport. Mais moi, je proposerais qu'on regarde le commun qu'il y a précisément dans ces luttes et aussi la manière dont parfois certaines rhétoriques qui consistent à opposer des luttes féministes contre des luttes LGBTQI+, et va finalement participer, ça c'est mon opinion, on peut me contredire, à faire reculer le droit des personnes LGBT en général et des femmes. Oui, il y a des analyses qui sont sorties récemment sur la diffusion de ces idées sur les réseaux sociaux qui tentent à montrer que ces éléments de rhétorique, au départ, ne sont pas issus des milieux féministes, sont réutilisés par les milieux féministes, TERF, on va dire, pour résumer, mais ils viennent de l'extrême droite. Au départ. C'est-à-dire si on retrace l'historique de diffusion de l'idée sur Twitter, et c'est faisable, il y a des algorithmes qui permettent de rassembler ces données-là, sur certains arguments qui sont avancés et qui sont relayés par ces féministes-là, eh bien on voit que c'est un relais, une amplification, mais qui vient au départ de militants d'extrême droite. Du coup, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est important quand même de savoir d'où viennent ces idées et ce qu'elles servent. Au nom du féminisme, remettre en question l'existence même des trans ou leurs droits, c'est pas neutre. Et je crois aussi que c'est même au-delà de ça, c'est invisibiliser le fait que les femmes trans, comme tu le dis, peuvent être victimes d'encore plus de discrimination. Tu parlais de la transmisogynie. Et on sait par exemple que les femmes trans déclarent plus avoir subi de violences conjugales que les femmes cis. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Bien sûr que les femmes trans sont beaucoup moins nombreuses que les femmes cis, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas prendre ça en compte ? Je vais aller plus loin. Est-ce qu'on considère qu'une femme trans qui est tuée en raison du fait qu'elle est femme, qu'on sache qu'elle soit trans ou pas, est-ce qu'on considère que c'est un féminicide ? Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a chaque année une journée qui s'appelle la Transgender Day of Remembrance, TDOR, qui a débuté en 1999 et qui est dédiée aux personnes trans qui ont été tuées parce qu'elles étaient trans. Et il se trouve que 96% des personnes assassinées ou qui commettent des suicides et qui en meurent sont des femmes trans. Oui, et effectivement, tu parlais des passerelles idéologiques, politiques. Là, on arrive un petit peu dans un rayon qui est le mien actuellement, puisque je travaille sur la psychologie sociale et politique. On a tout un pan de recherche en psychologie sociale et politique sur la question de l'homophobie et de la transphobie. C'est-à-dire de voir précisément, déjà, qu'est-ce que la transphobie ? Alors, je peux peut-être donner une définition d'une phrase. Allons-y. La transphobie, je reprends une définition de 2006, c'est la discrimination sociétale et stigmatisation des individus qui ne se conforment pas aux normes traditionnelles de sexe et de genre. Point. On a des échelles de transphobie qui permettent précisément, via des questionnaires, via des études, de pouvoir étudier des variables sur les personnes qui vont avoir un niveau plus ou moins élevé de transphobie et de voir à quoi c'est connecté. Donc là-dessus, les psychologues travaillent beaucoup en termes d'attitude et de comportement, en termes de préjugés. Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien déjà que, en termes de préjugés, on peut faire des passerelles, retrouver les mêmes leviers par rapport à l'homophobie. On retrouve parmi les personnes qui ont des préjugés transphobes, notamment. Alors des préjugés transphobes, qu'est-ce que ça va être ? Je peux vous donner quelques items des échelles qui sont passées. On va interroger des personnes en leur demandant est-ce qu'elles pensent
que quelque chose ne va pas chez une personne qui ne se dit ni homme ni femme. Donc là, c'est sur la question de la non-binarité. Si elle est d'accord ou pas, selon certains critères, je serais contrarié si quelqu'un que je connais depuis longtemps me révélait qu'il était de l'autre sexe. J'évite les autres gens dans la rue dont le sexe n'est pas clair pour moi. Quand je rencontre quelqu'un, il est important pour moi de pouvoir les identifier comme un homme, une femme. Je crois que la dichotomie homme-femme est naturelle. Je ne vais pas tout citer, mais c'est juste pour vous resituer un petit peu. Et tu fais bien, parce que je pense qu'on peut être très très nombreuses et nombreux à se retrouver dans ces affirmations, qu'on le regrette ou pas. Mais ce sentiment de malaise ou ce sentiment de regret qu'une personne de notre entourage puisse nous faire une telle annonce, etc., il est important de prendre en compte qu'on est tous potentiellement transphobes. Et c'est cette prise de recul, c'est cette réalisation qui peut nous permettre d'interroger ensuite notre manière de penser et d'agir vis-à-vis de ces personnes. Je pense que c'est un raisonnement qu'on peut avoir vis-à-vis du racisme aussi, de l'homophobie, que finalement il y a quelque chose de latent dans notre société et qu'on n'en est pas immunisé en fait. Bien sûr. Et aussi pour rassurer les personnes qui ont entendu les quelques items que j'ai cités, d'un point de vue méthodologique, c'est pas parce que vous êtes en accord avec un item que ça y est, vous êtes la personne avec les préjugés les plus forts possibles. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ce sont des échelles où on va étudier justement des connexions entre les différents items et surtout qu'on va mettre en parallèle avec d'autres échelles de mesure, parfois dans des expériences aussi avec d'autres variables, etc. Donc si ça peut vous rassurer, si vous y alliez passer par exemple l'échelle sur Internet, ce serait biaisé. Parce que déjà, vous savez ce qui est mesuré. Et surtout, c'est pas comme ça que ça marche, en fait, en psychologie. En tout cas, à travers ces échelles, à travers les recherches qui ont été faites, ce qui a été retrouvé, c'est qu'il y a des connexions avec le conventionnalisme et aussi la soumission à l'autorité qui sont deux caractéristiques de ce qu'on appelle l'autoritarisme. On va aussi retrouver des caractéristiques qui vont très souvent être liées à la justification de la hiérarchie sociale et aux inégalités sociales, qui sont des caractéristiques du SDO, Social Domination Orientation, l'orientation à la domination sociale, c'est-à-dire des personnes qui vont justifier et très enclins en termes de croyances et d'affinités idéologiques à s'y retrouver en fait dans des politiques d'inégalité parce que ça va leur profiter par exemple ou parce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir préserver un statu quo dans leur propre statut social. En leur faveur. Exactement, et c'est pour cela d'ailleurs que sur ce qu'on appelle le SDO, on va retrouver principalement beaucoup d'hommes curieux. Là, on est sur des caractéristiques de l'autoritarisme et j'en parle notamment sur la chaîne, donc je ne vais pas m'avancer plus. Si vous voulez en savoir plus, je me fais un peu de pub si je peux me permettre. Horizon Gull, la chaîne. C'est on mettra le lien bien sûr dans les ressources. Avec les méthodologies qui sont expliquées, parce que je suppose que si vous entendez parler de ça pour la première fois, c'est complexe. Vous vous dites peut-être même que c'est tiré par les cheveux ou qu'on fait des raccourcis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va retrouver effectivement des affinités idéologiques conservatrices. C'est-à-dire que rien ne change. Donc là, on est sur le conservatisme, voire réactionnaire. C'est-à-dire l'idée de revenir en arrière, etc. Eh bien, les personnes qui vont avoir ces affinités-là, en toute probabilité, on va retrouver davantage de préjugés homophobes et transphobes. Et inversement, les personnes qui auront des préjugés homophobes et transphobes selon les différentes échelles et les différents protocoles, puisqu'on a plein en fait en psychologie, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une échelle et en plus c'est remis à jour, eh bien, il y aura plus de probabilité effectivement qu'on retrouve que ces personnes aient davantage d'affinité sur le conservatisme, voire plus. Et enfin, ce qu'on peut voir en ce qui concerne la transphobie et aussi l'homophobie, je pense notamment à une étude de 2017 de Makwana, c'est que les personnes qui vont exprimer des préjugés transphobes, on va retrouver notamment chez elles un besoin de fermeture cognitive. Donc ça, c'est un concept de psychologie, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir un plus grand besoin de chercher de l'ordre et de la structure. De statuer aussi, quelque part. Voilà, de statuer, par exemple, qui vont demander des définitions étroites, très claires, très rigides, qui vont avoir une certaine intolérance, notamment à l'ambiguïté, ou au fait de ne pas forcément pouvoir définir. On parle d'inconfort émotionnel lié à toute forme d'ambiguïté, parfois une impulsivité quant à la prise de décision, ce qu'il faut comprendre par là, c'est-à-dire vouloir avoir des décisions nettes et tranchées.
pour ou contre. C'est très binaire en fait, et aussi qu'il y aura une conséquence sur l'ouverture d'esprit et tout ce qui pourrait être considéré comme des perspectives de changement dans la société, dans son quotidien. Donc on retrouve ces éléments, je vais pas tous les citer, mais en psychologie sociale et politique, il y a vraiment finalement une connexion avec le fait de maintenir un certain statu quo, de conserver des définitions assez réduites. On parlait tout à l'heure de finalement à quoi ça nous sert d'avoir des définitions, pourquoi avons-nous telle motivation épistémique pour connaître notre monde, connaître qui nous sommes, etc. sur les questions de catégorie, parce que ça nous est utile, parce que ça nous permet d'anticiper par la suite, etc. Ça permet de juger aussi si c'est bien, si c'est mal, si c'est dangereux, si c'est inoffensif, etc. Qu'est-ce qu'un jugement social, au fond, on peut se le poser. Des psychologues, je pense à Beauvois notamment, vont dire que nos jugements sociaux sont davantage des évaluations. Par rapport à ce qui va nous être utile et ce qu'on va pouvoir anticiper. Très souvent, quand on va juger un individu qu'on ne connaît pas, on va pas juste être dans la description, même si parfois c'est ce qu'on pense, on va se demander, est-ce que cette personne me veut du bien ? Est-ce que cette personne est malveillante ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? On va évaluer la personne. Un jugement social, très souvent, est une forme d'évaluation. Et donc, une personne qui sort de catégories auxquelles nous étions habitués jusqu'ici, notamment des catégories aussi saillantes que le genre homme, femme, eh bien, il va y avoir cette ambiguïté, il va y avoir peut-être cet inconfort chez certaines personnes qui va faire qu'elles vont avoir un plus grand besoin, soudainement, de structure, d'ordre, de définition, et pourquoi pas de poser la question, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'une femme ? Et sans doute qu'avec le temps, tout ça va s'éclaircir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui est nouveau, entre guillemets, en tout cas qui atteint le grand public de manière inédite dans nos sociétés, et sans doute que les recherches, mais aussi tout simplement la société va retrouver ses marques par rapport à toutes ces choses. Oui, je pense qu'avec le temps, et c'est ce qu'on observe notamment sur les questions de préjugés, ne pas sous-estimer ce qu'on appelle parfois la norme sociale à la tolérance, qui progressivement va amener à faire baisser certaines formes de préjugés. Si on revient à notre histoire de risques sociaux, à l'intégration d'une certaine manière des personnes trans dans la société, il y a une question qui est épineuse, c'est celle du sport féminin. Comment est-ce qu'on peut intégrer ou doit-on intégrer les femmes trans dans le sport féminin ? Est-ce que c'est un manque de fair-play ou est-ce que c'est problématique vis-à-vis des femmes ? Et là encore, on retrouve évidemment cette question féministe qui est s'il y a du sport féminin, c'est bien parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'une femme qui concourt contre un homme, dans certaines disciplines sportives en tout cas, sera exclue très rapidement des circuits sportifs professionnels. Alors, très souvent, la question, elle va se poser par rapport aux hormones, par rapport aux muscles, par rapport aussi à la structure osseuse qui peut jouer. Donc, il y a différents paramètres qui vont rentrer en compte et qui vont aussi être différenciés, notamment si on parle de personnes qui ont commencé leur transition assez tôt, quand elles étaient enfants, puisqu'on parle de femmes trans, ou beaucoup plus tard. Donc déjà, il y a différents paramètres qui rentrent en jeu et qui montrent justement la complexité. Je sais, moi, personnellement, pour avoir fait une transition et pour faire un petit peu de sport, que je vois la différence. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu en endurance, puisque je fais parfois un footing, mais effectivement, j'ai eu une fonte musculaire. Mais ce sont des questions légitimes. Oui, complètement. Ce qui est important, à mon avis, de dire pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de loi là-dessus. Il n'y a pas la France à statuer ou l'ONU à statuer sur comment doit être traitée cette question sport par sport ou de manière générale. Ça n'existe pas. Donc c'est chaque fédération sportive qui définit ses règles. Et donc ces règles varient en fonction aussi du niveau de compétition et du pays. Donc ça, c'est important à dire. Mais ce que je tiens vraiment à dire dès le départ, c'est qu'il y a une information qui circule selon laquelle les femmes cis seraient soumises au même test que les femmes trans, l'évaluation du niveau de testostérone étant un des critères utilisés dans certaines disciplines sportives. On entend quelquefois dire que les femmes cis sont soumises au même test de testostérone et du coup, pour des femmes qui auraient une testostérone élevée, elles seraient écartées d'office de la compétition. Non, c'est pas le cas. Les tests sont faits uniquement auprès des personnes XY et intersexes. Donc, une femme cis peut avoir un taux élevé de testostérone, elle ne sera pas écartée de la compétition. Ensuite, si on prend des exemples concrets, on va avoir par exemple la Fédération internationale d'athlétisme qui statue
pour des compétitions internationales et qui donne des règles proches de celles qui ont été mises en place pour les personnes intersexes. Donc par exemple, si une personne qui a des caractéristiques donc XY, des testicules, alors si c'est une femme trans, elle peut participer aux compétitions, mais uniquement à un niveau de testostérone comparable à celui d'une femme cis en moyenne. Voilà. Et ce niveau de testostérone doit être maintenu au moins pendant 6 mois à 1 an. Donc là, il peut y avoir déjà discussion, et je pense qu'il y en a de plus en plus en fait sur tout ça. Et c'est pas évident de trouver un compromis en fait dans cette histoire, parce que quand on est une personne adulte, les avantages acquis via un développement mâle ne sont pas annulés par le simple fait de réduire la testostérone en circulation. Alors tout ça, c'est des réglementations qui évoluent avec le temps, avec la participation de certaines personnes trans, et je pense par exemple à Joanna Harper, qui est une ex-athlète qui a beaucoup collaboré à l'élaboration de ces règles, et elle-même dit que voilà, tout ça c'est en mutation, c'est des choses où on tâtonne, on essaie de trouver les bons compromis, et c'est vrai qu'il reste quand même des questions en suspens qui peuvent être vraiment problématiques, comme par exemple aux États-Unis, il y a des compétitions universitaires qui ne prennent pas du tout en compte ce type de critères, et du coup on peut se retrouver avec des femmes trans qui sont hyper baraquées, et là on voit, parce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes réglementations qu'au niveau international, que il peut y avoir de graves inégalités. Donc tout ça, ça reste à définir. Et comme je le disais, comme il n'y a pas de loi, en fait, c'est chaque fédération, au niveau national, international et au niveau local, qui va avoir une démarche plus ou moins adaptée, on va dire, ou plus ou moins fair play. Un autre exemple, c'est le Comité international olympique. Et là, on voit qu'il y a une vraie évolution dans la réglementation, puisqu'en 2003, le comité recommandait qu'on exige qu'il y ait une chirurgie de réassignement. Ça, c'est quand même un critère très différent de juste baisser son niveau de testostérone, suivi d'au moins 2 ans de traitement hormonal. Donc, c'était quand même des conditions très lourdes. Et puis, finalement, le Comité international olympique a supprimé la condition de chirurgie en 2016 et a transformé le critère hormonal en démonstration d'un niveau de testostérone en circulation en dessous d'un certain seuil pendant au moins 1 an. Donc là, on se rapproche de la Fédération d'athlétisme. Et puis, je voudrais citer un dernier exemple qui est la Fédération internationale de natation qui gère les choses complètement différemment. Et là, ils exigent que les femmes trans qui veulent faire de la compétition en natation n'aient pas vécu de puberté mâle au-delà du niveau Tanner 2, donc le début de la puberté, ou avant 12 ans. Donc, il faut que la transition ait été faite précocement, on va dire, pour que ces personnes puissent concourir dans les catégories féminines. Ce qui aura un impact sur la structure osseuse, justement, des athlètes et des sportives. Exactement. Allô, oui, c'est Elisabeth du banc de montage. Un petit message pour préciser certains points et vous informer des dernières nouvelles sur les règles sportives au niveau international depuis l'enregistrement de cette conversation avec Shaika. Tout d'abord, précisons que le Comité international olympique avait recommandé fin 2021 aux fédérations des différentes disciplines de ne pas fixer de niveau maximum de testostérone en circulation dans le sang pour la participation aux compétitions féminines, et ce, au vu du manque de données scientifiques claires sur l'impact de cette hormone dans les résultats sportifs. Depuis, cependant, le comité a décidé de laisser à chaque fédération le soin de déterminer ses propres règles concernant les personnes transgenres et intersexes. Et la grande actualité du moment, c'est qu'en mars 2023, la Fédération internationale d'athlétisme a annoncé que toutes les athlètes qui ont eu une puberté masculine doivent être écartées des compétitions féminines internationales, excluant de fait toutes les femmes trans, puisque, je le rappelle, elles ne suivent pas de traitement hormonal avant le début de leur puberté. Or, le Code du sport établit qu'exclure une personne parce qu'elle est transgenre est une discrimination. Notons au passage que dans la foulée, la Fédération internationale d'athlétisme a également durci la réglementation vis-à-vis des athlètes intersexes. Finalement, les débats qui animent actuellement les différentes instances sportives posent la question de savoir ce qui est juste dans le sport. À terme, on pourrait tendre vers des catégories liées aux statistiques de performance de chaque athlète, qu'il ou elle soit trans ou cis, remettant ainsi en cause le bien fondé de la binarité figée homme-femme dans le sport.
Alors que de plus en plus de disciplines s'ouvrent aux équipes mixtes, certains acteurs du secteur vont même jusqu'à poser la question « Doit-on continuer à faire de la compétition ?» Bref, le sujet est vaste et on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler, mais je tiens à terminer en précisant que tous les débats actuels s'inscrivent dans un recul notoire des droits LGBT dans le monde, notamment ces derniers mois avec la pénalisation par exemple, dans un nombre croissant d'États aux États-Unis, des enfants et adultes trans, menaçant de ce fait leur vie même. Fin des messages. Les questions sont légitimes, mais il faut faire attention aussi, notamment avec le traitement médiatique ou les réseaux sociaux, que ces questions légitimes sont parfois aussi instrumentalisées, avec des rhétoriques où finalement on va retrouver l'idée que, attention, les personnes trans, les femmes trans, puisqu'on parle ici de femmes trans, invisibilisent les femmes, remplacent les femmes, volent le rôle, la place des femmes. Et là, par contre, quand on est dans ce type de rhétorique, qu'elle soit implicite ou explicite, et très souvent elle est implicite d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'un discours soit explicite, où on va avoir exactement les mots que je vais donner, mais par contre, quand on écoute les discours et qu'on voit toujours ce pattern qui revient, là on est dans des rhétoriques qui très rapidement peuvent avoir des préjugés qui peuvent être forts, ça peut aussi se faire selon des perspectives qui pour le coup peuvent être idéologiques, des militants qu'on peut qualifier clairement d'anti-trans et qui parfois essayent un petit peu de s'insérer dans un débat légitime, mais qui va du coup être instrumentalisé, qui va être brouillé, qui va être repris. Et c'est aussi l'une des difficultés de ces thématiques. Non seulement tu l'expliquais, c'est complexe, ça dépend de beaucoup de choses, il y a parfois des partis pris dès le départ. Oui, bien sûr, c'est clair que évidemment, c'est du pain béni ce type de problématique, non résolue encore, on voit que c'est très complexe, qui peut être utilisé. Et c'est clair qu'on a des rhétoriques aujourd'hui autour de ces questions qui sont des rhétoriques du doute. On parle de lobby LGBT, on parle d'invisibilisation des femmes. Donc effectivement, oui, il y a une instrumentalisation de ce débat qui est en cours et qui frise le complotisme, clairement. Enfin, je veux dire, on voit bien dans certaines vidéos sur Internet, il y a une rhétorique du complot, de la menace, on a des musiques derrière qui sont vraiment... Genre, on se demande ce qui va nous tomber dessus, quoi. C'est vraiment le grand méchant loup qui arrive dans l'histoire et ces femmes trans sont en train de remplacer les vraies femmes. Ou les femmes qui vont être obligées à devenir des hommes trans aussi. En fait, on a un double discours avec à la fois les femmes trans où ça va être plutôt un langage péjoratif d'hommes hétérosexuels qui veulent remplacer, qui veulent voler des espaces, etc. Et on va retrouver en parallèle aussi un discours d'hommes trans, de garçons trans qui sont des pauvres victimes qui auraient voulu fuir des conditions difficiles, compliquées par rapport au statut social, par rapport au rapport de domination et au patriarcat. C'est-à-dire qu'on va retrouver en plus des thématiques qui pour le coup sont centrales, qui sont importantes, notamment dans le féminisme, mais qui vont être elles-mêmes instrumentalisées contre les personnes trans. Tu parlais de complot, là quand on va dans des discours beaucoup plus virulents qui vont avoir toute une mise en scène, ça peut passer par la vidéo, ça peut passer par le fait d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux qui vont compiler les faits divers, etc. Et qui vont donner cette impression un petit peu de menace extrême. Tu as parlé de doute, alors ça c'est quelque chose qui est important à rappeler. Lorsque effectivement on va avoir des rhétoriques à fort préjugés contre des groupes minoritaires, notamment, ça ne concerne pas que les personnes trans ou non-binaires, il s'agit pas tant de prouver que la menace existe. Regardez, on a des études, on a la vérité, etc. Très souvent, il s'agit de distiller du doute. Oui, on ne sait pas, peut-être on ne sait que... pas. On n'a pas assez de recul. Voilà. Et ça, je pense que lorsqu'on connaît pas du tout ces questions, on peut en être très réceptif c'est clair. à un principe de précaution. Évidemment. En fait. Bien sûr. Très souvent, moi, j'entends des gens qui sont très réceptifs à ces discours-là et que je ne vais pas qualifier pour le coup de complotistes, que je vais pas qualifier de personnes qui seraient associées à des idéologies d'extrême droite ou autres. Parce que là, faut pas non plus glisser dans une caricature. Moi, il m'insupporte qu'on classe comme ça de manière homogène les personnes trans. Il me paraît tout aussi insupportable de considérer qu'il y aurait un groupe homogène de personnes à préjuger, qui auraient les mêmes opinions politiques, etc. Non, les préjugés, ça ne marche pas comme ça. Il y a différents niveaux de préjugés, il y a différentes motivations qu'il y a derrière. Parfois, il y a des motivations qu'on pourrait même qualifier finalement de légitimes,
quand bien même elle renforce ces préjugés-là, Bien sûr, effectivement, bien sûr. sur la question des protections de l'enfance. Mhm. Moi, je suis maman, j'ai pas envie qu'il y ait des problématiques sanitaires par rapport à ma fille. Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse s'en inquiéter. Et je pense qu'effectivement, si je n'avais absolument aucune connaissance sur tel ou tel sujet et que je restais vraiment imbibée parce que je suis dans un environnement social où il y a toujours les mêmes infos qui circulent ou parce que je suis sur les mêmes chaînes ou les mêmes magazines, enfin qu'importe, je peux comprendre effectivement qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, en termes médiatiques, il y a quand même eu des instrumentalisations, il y a quand même eu Beaucoup de peur, monter en beaucoup de épingle. peur. Et je suis assez optimiste là-dessus que dans 10-20 ans, quand on regardera en arrière, on aura sans doute une autre vision. Mais à défaut d'être dans 10-20 ans, on peut déjà regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans. On peut déjà regarder ce qui s'est passé durant la Manif pour tous. Par exemple. Notamment, Manif pour tous, soit dit en passant, qui a l'air d'être très réceptive à cette rhétorique par rapport à la transidentité. Et encore avant le Pax, parce que ça on l'oublie très souvent, hein, Oui. On n'a pas de recul. Que vont devenir ces enfants élevés par des parents homosexuels ? Exactement. Il n'y a pas de papa, il faut un papa et une maman, etc. En réalité, quand tu dis on n'a pas de recul, je pense que on en a. Oui. Parce que ça fait bien longtemps que les personnes trans existent, et notamment quand je parlais des traitements qui étaient imposés ou des circonstances de vie qui étaient imposées aux personnes trans, on a aussi des chiffres sur tout ça et on a du recul. De même que ça fait bien longtemps que les personnes homosexuelles ont des enfants et qu'il y avait des sociologues qui s'étaient penchés sur la question et des psychologues. Donc si ça paraît récent pour le grand public, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chiffres et qu'il n'y a pas de recul. Et si on prend aussi l'exemple du traitement hormonal, il y a du recul. Ces traitements, qu'ils soient hormonaux ou chirurgicaux, ils n'ont pas été inventés pour les personnes trans depuis 10 ans. C'est des traitements qui ont été créés pour des besoins de personnes cis. Les enfants qui avaient une puberté précoce, bloqueurs de puberté, les personnes mutilées de guerre et qui avaient besoin d'une chirurgie réparatrice. Donc tout ça, il y a du recul en réalité. Mais on se focalise sur un fait de société qui paraît nouveau parce qu'il arrive sur le devant de la scène, et on va avoir un peu toujours les mêmes mécanismes de peur qui sont bien humains, et on peut tout à fait les comprendre sur quelque chose qu'on ne connaît pas, et quand on ne connaît pas, on en a peur en tant qu'individu. Mais il faut bien comprendre que tant du côté de la médecine que du côté de la psychologie ou de la sociologie, il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions depuis bien longtemps. Oh oui. Voilà. On peut voir clairement les passerelles entre des discours homophobes et des discours transphobes. Dans la Manif pour tous, la question de « il faut un papa et une maman parce que c'est de la biologie », et qui disait que du coup on ne peut pas permettre à des personnes du même sexe de se marier, par exemple, et que ça correspondrait même à un équilibre de l'enfant. Donc on était aussi sur des rhétoriques de « il faut protéger les enfants, que vont devenir nos enfants plus tard, etc. » Avec des arguments psychanalytiques au passage, du type le père séparateur. Oui. Et c'est pas étonnant d'ailleurs de retrouver des psychanalystes, je pense notamment à Caroline Eliachev, qui aujourd'hui, en 2023, est invitée, très souvent présentée comme spécialiste sur la question de la transidentité, et qui va avoir un discours finalement qu'on pouvait déjà retrouver dans d'autres thématiques, notamment sur la question du Pax. Ouais. Et c'était il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et oui, plus d'une vingtaine d'années. Ça fait loin. Ça fait longtemps. Mais la rhétorique est toujours là. Le dénouement de cette bien trop courte série, c'est pour la semaine prochaine. En attendant, je vous encourage à consulter les ressources en lien avec ce qui a été dit sur la page dédiée à l'émission sur metadechoc.fr. Merci encore et toujours à celles et ceux qui soutiennent ce podcast d'auto-éducation à la pensée critique appliquée à soi. Si vous aussi vous souhaitez faire un don pour que ça dure, il vous suffit de suivre le lien en description vers les plateformes participatives. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le 9e et dernier chapitre. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.